Une claque absolue. Un frisson glacé qui descend le long de la colonne vertébrale, de la première à la dernière page. Ouais, c'est exactement ça. La confusion des sentiments de Stefan Zweig. Une plongée vertigineuse dans cette guerre totale entre la rationalité la plus pure et la passion humaine la plus incontrôlable. Asphyxiant. C'est le mot. On a Roland, ce jeune étudiant hyper malléable, et son illustre professeur. Et on est jeté direct dans le réacteur. Roland s'installe dans la chambre juste au-dessus de celle de son maître, et là, le huis clos se referme. On a ce maître absolu de la logique froide qui est littéralement terrassé par un désir qu'il essaye désespérément d'étouffer. C'est à peine croyable. Parce que s'il franchit cette ligne, c'est l'effondrement d'une réputation, d'un mariage, d'une vie entière bâtie sur une morale de fer. Ce qui m'a tout de suite pris à la gorge, c'est que ça ne ressemble à aucune dynamique de séduction classique. Ah bah non, il n'y a pas de jeu de regard banal au coin d'une rue, là. Non, ce à quoi on assiste, c'est la capture méthodique, presque chirurgicale, d'un esprit. Roland, il n'est pas envoûté par un physique. Il devient littéralement accro à une intelligence pure. C'est du vampirisme intellectuel, d'une puissance inouïe. Et avant d'entrer dans ce huis clos, il faut vraiment qu'on pose le décor sur qui est Roland à la base, parce que ça rend le truc encore plus fou. Vas-y, raconte-nous un peu son point de départ. Au tout début, c'est un étudiant qui vit à Berlin, et sa vie, c'est le chaos total, il fait la fête, il a une vie complètement dissolue, il erre sans aucun but, quoi. Il est dans la chair, dans l'instant présent, le vide existentiel typique. Exactement. Et puis, par un pur concours de circonstances, il atterrit dans une petite université de province et il pousse la porte du cours de ce prof. Un professeur de philologie. Voilà. Et d'ailleurs, arrêtons-nous une seconde là-dessus. La philologie. Bon, franchement, ça sonne comme un truc incroyablement poussiéreux, non? C'est quoi exactement, pour qu'on saisisse bien le décalage? C'est une question super importante en fait. La philologie, c'est l'étude historique des textes, de la grammaire, de la racine des mots. Ça exige une rigueur absolue très froide. Un truc de chirurgien du langage, en gros. C'est ça. Le philologue, il passe sa vie à disséquer la langue avec un scalpel rationnel. Et c'est là qu'est toute l'ironie de l'histoire. Ah oui, parce que cet homme qui maîtrise l'histoire de chaque syllabe, qui sait décortiquer n'importe quel texte antique, Oui. Il est absolument incapable de mettre des mots sur ses propres émotions. c'est le comble. Il a passé sa vie entière à construire cette forteresse de mots pour se protéger justement du chaos des sentiments. Donc on a Roland, le fêtard berlinois complètement paumé, qui s'assoit dans cet amphi, et là, bam, l'électrochoc. Le professeur commence à parler et la poussière académique s'embrase. Roland ne tombe pas amoureux d'un homme, au sens charnel du terme, du moins pas au début. Il est foudroyé par une fulgurance intellectuelle. C'est l'esprit du maître qui devient le vecteur d'une passion totalement écrasante. Et si on prend un peu de recul sur cette scène, ça vient percuter de plein fouet l'une des plus grandes illusions de notre histoire. Le fantasme de la transmission purement rationnelle. Comment ça ? L'idée qu'on apprend juste avec son cerveau. Exactement. On a longtemps cru, et des philosophes comme Condorcet ou Alain ont beaucoup théorisé là-dessus, qu'on pouvait créer une école imperméable aux émotions. L'idéal du maître sans cœur, Le prof qui laisserait son humanité et ses failles sur le pas de la porte. pour ne transmettre que la vérité objective, la logique froide, sans affect. L'idée, c'était vraiment de couper l'élève de ses instincts pour l'élever vers la raison pure. Et le prof de Roland, il essaye de faire ça. Il essaye désespérément d'incarner cette ascèse. Il veut être une statue de marbre, intouchable. Mais attends, on sait très bien que c'est impossible dans la vraie vie. Personne n'est juste un cerveau dans un bocal. Tu peux pas suspendre tes émotions sur commande. Et c'est précisément pour ça que c'est un échec retentissant. La rationalité, c'est censé être ton bouclier. Mais quand tu la pousses à un tel extrême de refoulement, Ça craque de partout. sous le vernis du savant impassible, il y a un véritable brasier. Et la faille de ce professeur, c'est cette chaleur irradiante qui s'échappe malgré lui au beau milieu d'une phrase. Au détour d'une explication de texte, ouais. L'émotion qui était enfouie, elle ressurgit avec une violence incontrôlable. Ce n'est plus de l'éducation à ce stade, c'est une opération de dévoration. L'esprit du maître phagocyte celui de l'élève. Et moi, c'est cette dévoration qui m'a vraiment glacé le sang en lisant ça. Parce qu'elle s'accompagne d'une dualité terrifiante chez le professeur. Son comportement devient presque schizophrénique, oui. Un jour, il est d'une chaleur enveloppante. Il invite Roland dans son bureau perso, ils travaillent ensemble sur un projet titanesque autour de l'œuvre de Shakespeare. Il y a une complicité enflammée. Et le lendemain matin, Lendemain, sans la moindre explication, le prof a les yeux vides. Il est glacial, cruel même, et il repousse le jeune homme avec une méchanceté inouïe. C'est la douche écossaise en permanence. c'est épuisant à lire. Mais pourquoi il agit comme ça, en fait ?
Parce que cette alternance de chaud et de froid, c'est le mécanisme parfait de l'emprise psychologique. Les psys appellent ça le renforcement intermittent. C'est ça qui rend l'autre complètement accro. Absolument. Tu ne sais jamais sur quel pied danser, donc tu cherches constamment à retrouver les faveurs de l'autre. Mais il y a un truc encore plus profond ici, c'est l'instrumentalisation de l'émotion. C'est-à-dire? Pense à la façon dont les nations se sont construites historiquement. Après des grands traumatismes, on n'a pas utilisé des équations mathématiques pour unifier un peuple. On a utilisé l'émotion, les récits héroïques, la littérature pour créer une ferveur patriotique. L'école de Jules Ferry, par exemple? Exactement. Eh bien, le professeur fait la même chose, mais à l'échelle d'un seul individu. Il utilise la passion viscérale des tragédies de Shakespeare pour capturer l'âme de Roland. C'est fascinant. Il se sert de Shakespeare comme d'un cheval de Troie émotionnel. Tout à fait. Et il y a un concept brillant en psychanalyse des groupes, théorisé par Wilfred Bion. Ça s'appelle le couplage. Le couplage, hein? Comment ça s'applique à notre amphi, ça? Quand le prof donne son cours magistral, il y a des dizaines d'étudiants dans la salle. Mais psychiquement parlant, il ne parle qu'à une seule personne. Il fait cours uniquement pour Roland? C'est dans le regard de cet étudiant précis qu'il cherche l'approbation, l'étincelle, la récompense. Les autres élèves, c'est juste un décor, un alibi social institutionnel qui masque cette intimité exclusive et super vertigineuse. Attends, c'est dingue quand on y pense. Toute une salle pleine d'étudiants qui sert littéralement de bouclier humain pour cacher l'obsession d'un homme pour un autre. C'est très perturbant, oui. Mais Roland, lui, est-ce qu'il capte ce qui se joue à ce moment-là? Il se rend compte qu'il est la seule véritable audience. Pas de manière consciente au début. Il sent qu'il est spécial. Il ressent cette énergie électrisante dirigée vers lui. Mais son admiration l'aveugle. Il est flatté, quoi. L'élu du grand maître. Il est trop flatté pour voir que cet honneur est en train de l'isoler du reste du monde. Et c'est là que l'huis clos prend tout son sens. Surtout au moment où Roland emménage dans la même maison. Absolument parlé. La femme du professeur. Ah oui, personnage crucial. Elle m'a totalement hantée, cette femme. Elle est là, en plein milieu de ce cyclone émotionnel, mais on dirait un fantôme. Elle tricote, elle sert le thé. Elle glisse sur le plancher sans faire de bruit. Et le contraste est d'une violence absolue. Le mariage, c'est une coquille vide, un espace d'un silence mortuaire, alors que la relation entre le mari et l'étudiant crépite d'une énergie folle. Elle voit tout, on est d'accord, hein? Elle est l'observatrice silencieuse d'un véritable naufrage. Son rôle est fondamental. Pourquoi elle ne dit rien alors? Dans toute dynamique d'emprise asymétrique comme ça, la présence d'un tiers silencieux valide le secret d'une certaine manière. Elle perçoit la vraie nature de cette confusion des sentiments bien avant les deux hommes. Peut-être parce que c'est elle qui en paie le prix au quotidien? C'est certain. Les petits déjeuners partagés à trois, ce sont des sommets de tension psychologique. Elle incarne la norme sociale et conjugale que le professeur s'impose à lui-même. C'est sa caution de normalité en fait. Voilà. Tant qu'elle est là, il peut se dire « Regardez, j'ai une épouse, j'ai une maison, tout va bien ». Elle est le dernier rempart qui l'empêche d'admettre sa propre vérité. Et ça nous amène direct au poison le plus redoutable de toute cette histoire, le silence. Le non-dit permanent. Parce qu'il n'y a pas de grand drame explosif à chaque page. Au contraire, c'est l'accumulation de ces non-dits qui rend l'atmosphère tellement irrespirable. Des regards détournés au tout dernier moment. L'odeur du tabac froid dans le bureau à minuit, des frôlements qu'on évite de justesse, on ne sait plus du tout où sont les limites. Est-ce que c'est de l'admiration paternelle? Une amitié féroce? Ou l'ombre d'un amour charnel, irrépressible, qui n'ose pas dire son nom. Et cette charge émotionnelle, elle devient si lourde. Tellement lourde qu'elle finit par bloquer toute capacité d'apprentissage. En pédagogie clinique, un chercheur comme Serge Boimard a très bien montré ça. Qu'est-ce qu'il explique au juste? Il montre comment un excès d'émotions non digérées, d'angoisse ou de secrets intimes peut littéralement empêcher un esprit de penser rationnellement. L'intelligence se fige quand l'affect déborde. Concrètement, c'est comme quand on est tellement terrifié à l'idée de décevoir quelqu'un qu'on est incapable de comprendre une consigne hyper simple qu'il nous donne. C'est exactement ça. Mais là, c'est poussé à un niveau paroxystique. Pour Roland, le savoir n'existe même plus pour lui-même, en fait. Chaque vers de Shakespeare qu'ils étudient ensemble, ce n'est plus de la littérature, c'est un baromètre de l'affection du prof. Si le maître sourit, l'apprentissage est une extase. S'il se renfrogne, ça devient une torture psychologique. L'identité même de Roland est en train de se dissoudre dans ce processus. Il ne travaille plus pour se construire, il travaille pour ne pas être jeté par son Dieu. L'identification au maître, qui est un truc normal quand on apprend, ça devient ici une dévoration psychique. C'est une vraie tragédie grecque, mais planquée dans la province allemande du début du XXe siècle, quoi. Le professeur vampirise la jeunesse de Roland parce que sa propre vie est cadenassée par une morale étouffante. Mais en même temps, il le punit pour ça.
Bah oui, il châtie Roland justement parce qu'il le désire trop et que ça le terrifie. Et c'est là qu'est le nœud du drame. Cet homme est rongé, il est mutilé de l'intérieur par un interdit social absolu à l'époque. Son armure de rationalité s'effrite un peu plus tous les jours. Et la pression dans cette petite pension de famille, elle monte tellement qu'on sait, de manière viscérale, que la cocotte minute va exploser. On ne peut pas maintenir indéfiniment un tel niveau de refoulement. Tu finis par te détruire ou détruire l'autre. Et en tant que lecteur, on la sent physiquement, cette pression. Les murs semblent se refermer sur eux. Chaque marche d'escalier qui grince dans la nuit, ça résonne comme un coup de tonnerre. Jusqu'au point de basculer inévitable. Cette nuit fatidique. Une nuit d'orage, lourde, suffocante, gorgée de tous les mots qui n'ont jamais pu être prononcés pendant des mois. C'est l'instant où l'étau de la bienséance craque de toutes parts. Le professeur est dos au mur. Il a épuisé tous ses stratagèmes, toutes ses petites cruautés calculées pour faire fuir Roland. Le bouclier de la pure logique se brise pour de bon. Le masque de marbre tombe. Et le silence meurt, enfin, remplacé par une confession. Et quelle confession! D'une vulnérabilité tellement foudroyante, d'une vérité si dévastatrice qu'elle va tout raser sur son passage. Elle vient pulvériser la hiérarchie académique, balayer la façade du mariage. Et marquer l'âme de Roland au fer rouge pour le restant de ses jours. La digue cède et le flot des sentiments refoulés pendant toute une vie emporte absolument tout. C'est un dénouement d'une intensité folle. Mais tu sais, au-delà de l'histoire de ces deux hommes, si on connecte ça à notre époque, ça soulève une question vraiment dérangeante. Je vois très bien où tu veux en venir. Aujourd'hui, on a remplacé les petits bureaux enfumés par des écrans, par des relations parasociales avec des mentors virtuels. On pourrait croire que la distance physique nous protège de ce genre de vampirisme intellectuel. Mais est-ce que ce n'est pas le contraire, en fait? Est-ce que la distance de l'écran ne nous rend pas encore plus vulnérables à l'emprise d'une intelligence froide? Justement parce que le danger est devenu invisible, c'est une question qui donne le vertige. Complètement. Et on va la laisser en suspens. Parce qu'il est hors de question de vous dévoiler l'issue exacte de cette nuit fatidique. Ça, c'est à vous de le découvrir. Pour ressentir l'immensité de la lutte intérieure de cet homme, pour comprendre le vertige moral de cette confession inavouable, et découvrir le destin de Roland, il n'y a qu'une seule solution. Ouvrir les pages de cette histoire, c'est une nécessité. Plongez dedans, laissez-vous engloutir par ces silences insoutenables, jusqu'à ce que la vérité éclate. Car parfois, la plus grande violence ne réside pas dans les actes. Mais dans l'effort surhumain qu'il faut fournir pour ne pas s'y abandonner. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.